Le silence était lourd. Plus lourd que la daube qui mijotait depuis des heures et qui reposait maintenant dans mon assiette. C'était un dimanche. Les dimanches étaient censés être des jours de famille, de rires qui résonnent contre les vieilles pierres de la ferme. Mais depuis des années, il n'était plus que le bruit des fourchettes sur la faïence et le tic-tac de la grande horloge comtoise dans le couloir. Mon fils, Philippe, et sa femme, Sophie, étaient là. C'était leur devoir dominical. Une visite obligatoire, cochée sur un calendrier mental que je ne voyais jamais mais dont je sentais le poids. Philippe regardait son téléphone, faisant défiler des images d'une vie qui n'était pas la sienne. Sophie piquait sa salade avec l'enthousiasme d'une condamnée. J'ai essayé. Comme chaque dimanche. J'ai tenté de jeter un pont au-dessus du silence. J'ai parlé du temps, de la vigne qui avait soif. Leur réponse était courte, des monosyllabes polies. Alors, j'ai puisé plus profond, dans la seule chose qui me restait vraiment. Mes souvenirs. Ça me rappelle une histoire. J'ai commencé, ma voix un peu rouillée par le manque d'usage. Pendant la guerre, mon père, il devait cacher des messages dans les doubles fonds des barriques. Un jour, une patrouille allemande est arrivée au domaine. Ils étaient à quelques mètres de la barrique qui contenait les plans du pont. Je me suis arrêté. Sophie avait posé sa fourchette. Elle a soupiré, un petit son exaspéré qui a coupé l'air comme un couteau. Elle a regardé Philippe, un de ces regards que les couples mariés se lancent, plein de significations invisibles pour les autres. « Jean-Luc, s'il vous plaît », a-t-elle dit, sa voix faussement douce. « Arrête avec tes histoires sur la résistance, ça n'intéresse personne. » Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était plus un silence lourd. C'était un silence de verre brisé. Aigu, tranchant, définitif. J'ai regardé mon fils. Il n'a pas levé les yeux de son téléphone. Pas un mot. Pas un regard pour me défendre. Il a juste haussé imperceptiblement les épaules. Une concession. Une capitulation. Ça n'intéresse personne. La phrase a tourné dans ma tête. Elle a effacé le goût de la daube, le rouge du vin dans mon verre. Elle a effacé 70 ans de souvenirs. Les histoires de mon père n'étaient pas que des histoires. Elles étaient les fondations de cette maison. Le sang dans la terre de cette vigne. Le courage qui m'avait permis de tout reconstruire après. J'ai senti quelque chose se fendre en moi. Pas avec la chaleur de la colère. Non. C'était un bruit froid, propre. Le bruit d'une corde qui casse après avoir été trop tendue, trop longtemps. Je n'ai rien dit. J'ai fini mon repas, mâchant lentement, chaque bouchée un effort mécanique. J'ai observé leurs visages. Ils étaient déjà passés à autre chose. Ils parlaient de leurs vacances à venir en Thaïlande, de la nouvelle voiture de Sophie. Ma vie, mes souvenirs, mon père. Tout cela était une anecdote démodée, une vieille tapisserie décolorée dans une pièce où ils ne voulaient plus entrer. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. J'ai continué à manger, le patriarche silencieux à la tête de sa table vide. Mais à l'intérieur, une décision prenait forme. Froide et claire comme l'eau d'un puits. Si mes histoires n'intéressaient personne ici, alors je trouverais quelqu'un d'autre à qui les raconter. Ils sont partis peu après le café. Le crissement de leurs pneus sur le gravier a été un soulagement. La maison est retombée dans son silence habituel, mais ce n'était plus le même. Avant, c'était un silence d'attente. Maintenant, c'était un silence de libération. Je suis resté assis à la grande table de la cuisine, entouré des assiettes sales. L'odeur du café froid et du ragoût s'accrochait à l'air. D'habitude, je me serais levé immédiatement pour tout nettoyer. C'était mon rituel. Redonner de l'ordre au chaos. Mais ce jour-là, je suis resté immobile. J'ai regardé mes mains posées sur le bois usé de la table. Les mains de mon père avaient touché ce même bois. Des mains qui avaient porté des armes, des messages, des secrets. Des mains qui avaient taillé la vigne et bâti cette vie. Mes mains n'avaient fait que continuer. Elles avaient entretenu l'héritage. Pour qui? Pour un fils qui regardait un écran et une belle-fille qui soupirait d'ennui. La clarté qui m'avait frappé pendant le repas s'est approfondie. Ce n'était pas une émotion passagère. Ce n'était pas de la peine ou de la colère. C'était un alignement. Comme si des pièces longtemps déplacées à l'intérieur de moi venaient de s'emboîter avec un déclic sec et précis. J'ai compris que j'avais passé les 20 dernières années à essayer de leur transmettre quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Je leur avais offert les clés de leur propre histoire, et ils les avaient laissées rouiller sur le sol. Ils voyaient en moi un vieil homme, une charge, un devoir. Ils ne voyaient pas le dépositaire d'une mémoire.
Il ne voyait pas le Fils de l'homme qui avait risqué sa vie pour que le pont ne saute pas. Je me suis levé. Lentement. J'ai pris ma propre assiette, ma fourchette, mon couteau et mon verre. Je les ai lavés à la main dans l'évier en pierre, avec le vieux bloc de savon de Marseille. J'ai essuyé chaque pièce avec soin et je les ai rangées à leur place dans le vaisselier. J'ai laissé leurs assiettes sales sur la table. Un petit acte de rébellion silencieuse. C'était leur désordre. Plus le mien. Je suis sorti. L'air de la fin d'après-midi en Provence était doux, chargé du parfum du thym et du romarin sauvage. J'ai marché non pas vers la vigne, mais vers le petit atelier au fond du jardin. C'était mon sanctuaire. L'odeur de la sciure, de l'huile de lin et du métal froid m'a accueilli. Sur une étagère, couverte de poussière, il y avait une vieille boîte en fer. La boîte à biscuits de ma mère. Je l'ai descendue. À l'intérieur, il n'y avait pas de biscuits. Il y avait les médailles de mon père. La croix de guerre. La médaille de la résistance. Il y avait aussi des photos en noir et blanc, au bord corné. Des visages de jeunes hommes qui n'avaient jamais vieilli. Des fantômes. Mes fantômes. Je les ai regardés un par un. C'étaient eux, les personnages de mes histoires. C'était pour eux que je parlais. Pour qu'on ne les oublie pas. Sophie avait dit que ça n'intéressait personne. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que le monde avait changé. Peut-être que le courage et le sacrifice étaient devenus des concepts démodés. Mais ils n'étaient pas démodés pour moi. Et je ne les laisserai pas disparaître dans le soupir d'ennui d'une femme qui pensait que l'histoire commençait avec son dernier achat en ligne. J'ai refermé la boîte. J'ai pris un chiffon et je l'ai épousseté avec soin, jusqu'à ce que le métal brille faiblement dans la pénombre de l'atelier. La décision était prise. Ce n'était pas une décision de vengeance. C'était une décision de préservation. Je n'allais pas me battre contre leur indifférence. J'allais la contourner. Je suis retourné dans la maison. Je me suis assis au bureau de mon père. Le téléphone était là, noir et lourd. J'ai cherché dans le vieux carnet d'adresses. La page des M. Musée d'histoire locale. Le numéro était écrit à l'encre bleue, un peu passé. Ma main n'a pas tremblé quand j'ai composé le numéro. Le lundi matin, l'odeur du café avait une saveur différente. Une saveur de commencement. J'ai bu ma tasse en regardant le soleil se lever sur les vignes. C'était la même vue que tous les matins depuis 50 ans. Mais je la voyais avec des yeux neufs. Ce n'était plus un héritage à transmettre. C'était mon royaume. Un royaume dont je décidais désormais seul du destin. La première chose que j'ai faite n'a pas été d'appeler le musée. C'était trop tôt. J'ai d'abord appelé Maître Dubois, le notaire du village. Sa famille s'occupait des affaires de la mienne depuis 3 générations. Sa voix était exactement comme je m'en souvenais, sèche et précise, comme le bruit d'un document que l'on paraphe. Maître Dubois. C'est Jean-Luc. Jean-Luc. J'espère que tout va bien. Tout va parfaitement bien, maître. Je voudrais prendre rendez-vous. Je dois apporter quelques modifications à mon testament. Des modifications substantielles. Il y a eu un court silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque l'entendre ajuster ses lunettes. Très bien. Demain, 10 heures, ça vous convient? Parfait. J'ai raccroché. Le premier pas était fait. C'était un pas juridique, froid, sans émotion. Mais il était nécessaire. On ne peut pas construire une nouvelle maison sans d'abord sécuriser les fondations. Ensuite, j'ai attendu 9 heures. L'heure où les bureaux ouvrent. J'ai appelé le musée. Une voix féminine et enjouée a répondu. J'ai demandé à parler à la conservatrice, Madame Leroux. C'est à quel sujet? Au sujet de la mémoire, j'ai répondu. On m'a mis en attente. Une vieille chanson de Georges Brassens jouait dans le combiné. C'était ironique et approprié. Madame Leroux a pris l'appel. Sa voix était posée, attentive. Je me suis présenté. Je lui ai dit que j'étais le fils de Michel, le vigneron. Elle a tout de suite su de qui je parlais. Le nom de mon père était sur une petite plaque, dans une des vitrines de l'exposition permanente. Je lui ai expliqué mon projet. Sans fioriture. Je lui ai dit que j'avais des souvenirs. Des histoires. Celles de mon père et les miennes. Des histoires du village pendant l'occupation. Des choses que personne n'avait écrites. Des détails que seuls les derniers témoins connaissaient. Je voulais les enregistrer. Et je voulais les leur donner. Son silence n'était pas celui de Sophie. C'était un silence rempli d'écoute. Monsieur,
a-t-elle dit enfin, et je pouvais sentir l'intérêt sincère dans sa voix. Ce que vous proposez est un trésor. Nous n'avons presque plus de témoignages directs de cette période. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour la semaine suivante. Elle m'a suggéré de commencer à prendre des notes, à organiser mes pensées. Après avoir raccroché, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. J'avais un but. Un public. Je suis retourné dans mon atelier. J'ai trouvé un vieux magnétophone à cassette, celui que j'utilisais pour enregistrer le chant des oiseaux il y a 30 ans. J'ai trouvé une boîte de cassettes vierges, encore sous plastique. Le matériel était obsolète, mais il fonctionnait. Il était comme moi. Puis j'ai fait quelque chose d'autre. Sur la cheminée du salon, il y avait une grande photo de famille. Prise il y a 5 ans, pour mes 75 ans. Philippe, Sophie et mes 2 petits-enfants, Camille et Léo. Nous sourions tous, mais nos sourires n'atteignaient pas nos yeux. C'était un mensonge encadré. J'ai retiré la photo du cadre. Je l'ai regardée longuement. J'ai vu la distance dans le regard de Philippe, l'impatience dans celui de Sophie. J'ai vu la gentillesse dans les yeux de Camille et l'indifférence adolescente de Léo. J'ai plié la photo en 2, puis en 4. Je ne l'ai pas déchirée. Je l'ai simplement mise dans un tiroir du bureau, sous une pile de vieilles factures. Je n'avais plus besoin de regarder ce mensonge tous les jours. À la place, j'ai mis une vieille photo de mon père et de ma mère, le jour de leur mariage. Leur sourire était vrai. Le reste de la journée, je l'ai passé à travailler dans la vigne. La terre sous mes bottes, le soleil sur ma nuque. Chaque CEP de vigne me racontait une histoire. Celle-ci, plantée l'année de la naissance de Philippe. Celle-là, qui avait survécu au grand gel de 56. La vigne avait une mémoire. Et contrairement à ma famille, elle ne s'ennuyait jamais de mes histoires. Le téléphone a sonné dans la soirée. C'était Philippe. Je l'ai regardé sonner, le nom s'affichant sur le petit écran. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai effacé. Pas par colère. Par principe. Le silence était ma nouvelle langue. S'ils voulaient me parler, ils allaient devoir apprendre à l'écouter. La semaine qui a suivi a été une succession de silences et d'actions. Les appels de Philippe sont devenus plus fréquents. D'abord quotidiens, puis plusieurs fois par jour. Sa voix sur le répondeur passait de l'inquiétude feinte à l'irritation. « Papa, rappelle-moi. C'est important. » Ou « Écoute, je ne sais pas à quoi tu joues, mais ce n'est pas drôle. » Je supprimais chaque message sans l'écouter jusqu'au bout. Le simple ton de sa voix me suffisait. C'était la voix d'un homme contrarié, pas d'un fils inquiet. Il n'était pas inquiet pour moi. Il était inquiet pour lui-même. J'avais rompu une routine, un équilibre qui l'arrangeait. Le vieux père silencieux et prévisible était devenu imprévisible. Cela le dérangeait. Sophie a essayé aussi. Elle a envoyé des messages textes. Des messages remplis de fausses sollicitudes. « Jean-Luc, nous sommes inquiets. Est-ce que tu vas bien? Tu sais que tu peux tout nous dire. » Puis, quand je n'ai pas répondu, le ton a changé. « Philippe est très affecté par ton silence. Tu devrais penser à ton fils. » J'ai lu ce message et j'ai eu un sourire triste. Penser à mon fils. C'était tout ce que j'avais fait pendant 40 ans. J'avais pensé à son avenir en travaillant la vigne jusqu'à ce que mon dos me hurle d'arrêter. J'avais pensé à son confort en maintenant la ferme en état, alors que j'aurais pu vendre et vivre tranquillement. J'avais pensé à son héritage en préservant chaque histoire, chaque souvenir. J'ai supprimé son message. Supprimé. Pas répondu. Supprimé. C'était un geste simple, mais puissant. Un geste de contrôle. Mon rendez-vous avec Maître Dubois a été bref et efficace. Son bureau sentait le papier ancien et la cire d'abeille. Il m'a écouté sans sourciller pendant que je lui dictais mes nouvelles volontés. La ferme et les vignes ne reviendraient pas directement à Philippe. Je créais une fiducie. Il en aurait l'usufruit, à condition qu'il continue d'exploiter la terre lui-même, sans la vendre. La nue propriété irait à ma petite-fille, Camille. Le reste de mes économies serait divisé. Une petite part pour Philippe. La majorité pour Camille, avec une clause. Une partie devait être utilisée pour financer des études d'histoire ou d'agronomie, si elle le souhaitait. « Êtes-vous certain, Jean-Luc » a demandé Maître Dubois, enlevant ses lunettes. « Je n'ai jamais été aussi certain de toute ma vie, » ai-je répondu. Il n'a pas posé plus de questions. Il a simplement hoché la tête et a commencé à rédiger les documents. Pendant ce temps,
j'ai commencé mon propre travail. Chaque soir, après une journée dans les vignes, je m'asseyais au bureau avec le vieux magnétophone. J'appuyais sur le bouton rouge « Record ». Au début, ma voix était hésitante. Les souvenirs se bousculaient, sans ordre. Je parlais du rationnement, de la peur constante, du bruit des bottes la nuit. Puis, peu à peu, une structure a émergé. J'ai commencé par le début. L'arrivée des Allemands dans le village. La décision de mon père de rejoindre le réseau. Je racontais les faits, simplement. Je décrivais les odeurs, les sons. L'odeur de la soupe de rutabaga. Le son des avions alliés qui passaient très haut dans le ciel nocturne. Je n'essayais pas de faire de la littérature. Je témoignais. Je parlais dans le silence de la vieille maison, et les fantômes de mon passé venaient s'asseoir avec moi. Je parlais pour eux. Je leur redonnais une voix. Un soir, le téléphone a sonné alors que j'étais en plein milieu d'une histoire, celle du sabotage de la ligne de chemin de fer. J'ai vu le nom s'afficher. Ce n'était ni Philippe, ni Sophie. C'était Camille. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Grand-père. Sa voix était douce, un peu timide. Camille. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Papa et maman sont énervés. Mais je voulais savoir, toi, comment tu vas? C'était la première fois depuis une semaine que quelqu'un me posait cette question en y pensant vraiment. Je vais bien, ma petite. Je travaille. Il y a eu un silence. Puis elle a dit, presque dans un murmure, « Grand-père, dimanche dernier. » Ce que maman a dit, c'était horrible. Je suis désolé. Moi, j'aime bien tes histoires. J'ai fermé les yeux. Une simple phrase. Mais elle a guéri une partie de la blessure. Elle a prouvé que Sophie avait tort. Ça intéressait quelqu'un. Merci, Camille, ai-je dit, ma voix soudainement un peu rauque. Merci. Nous avons parlé un peu plus longtemps. Elle m'a posé des questions sur ses études, sur ses amis. C'était une conversation normale, facile. Elle ne m'a pas demandé pourquoi je ne répondais pas à ses parents. Elle a compris, sans que j'aie besoin de lui expliquer. Elle voyait. Elle avait toujours vu. Après avoir raccroché, je me suis senti renforcé dans ma décision. Ce que je faisais n'était pas seulement pour le passé. C'était aussi pour l'avenir. Pour Camille. Pour qu'elle sache d'où elle venait. Pour qu'elle ait des racines plus profondes que le gazon parfaitement entretenu du lotissement de ses parents. J'ai appuyé de nouveau sur record. Et j'ai continué mon histoire. La conversation avec Camille a été un tournant. Elle a transformé mon projet d'un acte de défi en un acte de transmission. Je n'enregistrais plus seulement contre l'indifférence de mon fils, mais pour la curiosité de ma petite fille. Elle m'a rappelé quelques jours plus tard. « Grand-père, est-ce que je peux venir te voir ce week-end? Seul. » La question était posée avec une prudence qui me serra le cœur. Elle avait peur que je lui dise non. Peur que mon silence s'étende à elle aussi. Bien sûr, ma grande. La porte est toujours ouverte pour toi. Elle est arrivée le samedi matin, avec le vieil autobus qui s'arrête sur la place du village. Je suis allé la chercher. En la voyant descendre les marches, son sac à dos sur l'épaule, j'ai vu en elle un mélange de ma femme et de ma mère. La même démarche déterminée, le même regard clair. Nous n'avons pas parlé de ses parents. C'était un accord tacite. Nous avons passé la journée simplement. Nous avons marché dans les vignes. Je lui ai montré comment tailler un jeune CEP. Ses mains étaient agiles, attentives. Elle posait des questions. Pas par politesse. Par véritable intérêt. Elle voulait savoir pourquoi on laissait 2 bourgeons et pas 3, comment on reconnaissait une feuille malade. L'après-midi, nous nous sommes assis sur le banc de pierre devant la maison, à l'ombre du grand platane. Et c'est là qu'elle m'a demandé. « Grand-père, l'histoire que tu as commencée dimanche dernier. Celle sur l'arrière-grand-père et la barrique. Tu peux me la raconter ?» Je l'ai regardée. Son visage était tourné vers moi, ses yeux grands ouverts, pleins d'attente. Il n'y avait aucune trace d'ennui, aucune impatience. Juste une soif de savoir. Et alors, j'ai parlé. J'ai raconté l'histoire en entier. Je lui ai décrit la sueur sur le front de mon père, le bruit des clous qu'il enlevait discrètement pour créer le double fond. Le rire gras du sergent allemand qui avait donné un coup de pied dans la barrique en disant « Du bon vin, ici ». Je lui ai raconté le silence insoutenable qui avait suivi et le soulagement immense quand la patrouille était repartie. Elle a écouté, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Il était courageux,
a-t-elle dit finalement. Oui, il l'était. Et toi aussi, tu étais là. J'étais un enfant. Je regardais par la fenêtre de la cuisine. J'avais l'ordre de ne pas bouger, de ne pas faire un bruit. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Rester silencieux. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait quelque chose de profond. Avant qu'elle ne reparte le dimanche soir, je lui ai montré l'atelier. Je lui ai montré le vieux magnétophone et la pile de cassettes enregistrées. Qu'est-ce que c'est? C'est ma mémoire, je lui ai dit. J'enregistre tout, pour que ça ne se perde pas. Ses yeux se sont illuminés. C'est une idée géniale, grand-père. C'est pour le musée d'histoire locale. Elle a souri. C'est encore mieux. Les histoires ne sont pas faites pour rester dans un tiroir. Ces mots étaient simples, mais ils étaient la validation parfaite de tout ce que j'avais entrepris. Elle comprenait. Elle était mon alliée, sans même que j'aie eu à le lui demander. Son départ a laissé un vide, mais un vide heureux. Sa visite avait rempli la maison de vie et de sens. J'ai continué mes enregistrements avec une nouvelle énergie. Je ne parlais plus seulement à un microphone. Je parlais à Camille. Je lui parlais à travers le temps. J'ai fini la dernière cassette une semaine plus tard. J'avais rempli les 2 phases de 10 cassettes. Des heures et des heures de souvenirs. J'ai étiqueté chaque cassette avec soin. 1940 à 1942, l'occupation. 1943, le réseau. 1944, la libération. Et ainsi de suite, jusqu'à l'après-guerre, la reconstruction, la vigne. C'était la chronique d'une vie, d'une famille, d'un village. Mon rendez-vous avec Madame Leroux, la conservatrice, était le lendemain. J'ai mis les 10 cassettes dans la vieille boîte à biscuits en fer de ma mère. C'était leur écrin. L'objet qui avait contenu les médailles de mon père contenait maintenant sa mémoire et la mienne. Le jour de mon rendez-vous au musée, j'ai mis ma plus belle chemise et le pantalon de velours que je ne portais que pour les grandes occasions. C'en était une. Le musée était un petit bâtiment en pierre, juste à côté de la mairie. Il sentait la poussière et l'histoire. Madame Leroux m'a accueilli dans son bureau, une pièce encombrée de livres et de cartes anciennes. Elle avait des yeux vifs et un sourire chaleureux. Je lui ai tendu la boîte en fer. Voilà, ai-je dit simplement. Tout est là. Elle a ouvert la boîte avec un soin presque religieux. Elle a regardé les cassettes, lisant les étiquettes. C'est plus que ce que j'osais espérer, monsieur. C'est un don inestimable. Ce ne sont que des histoires de vieil homme, ai-je murmuré, reprenant presque les mots de Sophie, mais cette fois sans amertume. Non, a-t-elle corrigé doucement. Ce sont les racines de cet endroit. Nous allons les numériser, les archiver. Avec votre permission, nous pourrions utiliser des extraits pour une nouvelle exposition sur la vie locale pendant la guerre. Votre voix guiderait les visiteurs. Ma voix, guidant les visiteurs. L'ironie était presque douloureuse. La voix que ma famille ne voulait plus entendre allait maintenant parler à des étrangers, à des écoliers, à des touristes. Ma mémoire, jugée sans intérêt, allait devenir une archive publique. J'ai signé les papiers de la donation. Un acte simple qui finalisait la séparation. Mes souvenirs ne m'appartenaient plus tout à fait. Ils appartenaient à tout le monde. Et en faisant cela, je me les étais entièrement réappropriés. En sortant du musée, je me sentais vide et plein à la fois. La mission était accomplie. Le soir même, ils sont venus. Philippe et Sophie. Ils n'avaient pas prévenu. Une voiture s'est arrêtée dans la cour. Je les ai vus descendre. Leur visage était tendu, dur. Ce n'était pas une visite de réconciliation. C'était une confrontation. Je les ai laissés entrer. Je ne leur ai pas offert à boire. Nous sommes restés debout dans la cuisine. Ça suffit maintenant, papa, a commencé Philippe, sans préambule. Ce petit jeu a assez duré. Tu ne réponds plus au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé mon fils. J'ai vu un homme de 50 ans qui ressemblait à un enfant contrarié. Ce n'est pas un jeu, Philippe. Alors c'est quoi? A lancé Sophie, agressive. Tu nous punis? Parce que j'ai dit que tes vieilles histoires étaient ennuyeuses. C'est ça? C'est puéril. J'ai inspiré lentement. La colère n'est pas venue. Juste une grande lassitude et une étrange paix. La paix de celui qui n'a plus rien à perdre. J'ai entendu ce que tu as dit, Sophie. Et ce n'était pas la première fois. C'était juste la dernière.
Je me suis tourné vers Philippe. Et toi, tu n'as rien dit. Ton silence a parlé plus fort que ces mots. Vous m'avez montré ma place dans votre vie. C'est celle d'un meuble. Un meuble qui devient encombrant. J'ai compris le message. Mais c'est ridicule. S'est exclamé Philippe. On t'aime, papa. Votre amour est devenu une habitude, Philippe. Un devoir. Je n'en veux plus. J'ai pris mes dispositions. Quelles dispositions? A demandé Sophie, les yeux plissés par la méfiance. J'ai changé mon testament. J'ai légué mes souvenirs au musée d'histoire. Mes histoires, comme tu dis. Apparemment, elles intéressent des gens. Quant à cette maison, cette terre, tout est réglé. Vous n'avez plus à vous en soucier. Leurs visages ont changé. La colère a fait place à l'incrédulité, puis à une panique froide. Ils ont commencé à parler en même temps, à protester, à dire que je ne pouvais pas faire ça, que c'était leur héritage. Je ne les écoutais plus. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Je suis fatigué. La conversation est terminée. Ils sont restés figés une seconde, stupéfaits par mon calme, par ma fermeté. Puis, voyant que je ne céderais pas, ils sont sortis, murmurant des menaces confuses. J'ai refermé la porte derrière eux. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée doucement, le loquet s'enclenchant avec un déclic final. C'était fini. La maison était silencieuse. Mais pour la première fois, c'était un silence choisi. Un silence qui m'appartenait. Un silence rempli de dignité. La vie a trouvé un nouveau rythme. Plus simple. Plus calme. Je me levais chaque matin avec le soleil. Je buvais mon café en écoutant les nouvelles à la vieille radio. L'odeur du café, le grésillement du poste, le premier rayon de lumière sur le sol en tomate. Ces petits riens sont devenus mon luxe. Je passais mes journées dans la vigne, non plus comme un gardien pour les générations futures, mais comme un ami qui prend soin d'un autre ami. Je parlais aux cèpes. Je leur racontais mes histoires. Ils étaient un public attentif. Le rituel du dimanche a changé. Plus de daubes lourdes, plus de silence pesant. J'allais au village. J'achetais une seule baguette, croustillante et chaude. Je m'asseyais au café du centre, Le Progrès. Je lisais le journal. Je regardais les gens passer. Parfois, un vieil ami s'asseyait à ma table. On parlait de la pluie et du beau temps, de la dernière partie de pétanque. Des conversations simples, sans attente. Je n'étais plus dans l'attente. C'était ça, le plus grand changement. Je n'attendais plus l'appel de mon fils. Je n'attendais plus un signe de respect de ma belle-fille. Je n'attendais plus d'être vu ou entendu. J'existais. Pour moi-même. Et c'était suffisant. Un mois après notre dernière conversation, j'ai reçu une lettre. L'écriture de Philippe. Je l'ai reconnue immédiatement. Je l'ai posée sur la table de la cuisine. Elle est restée là pendant 3 jours. Je passais devant, je la regardais. Je n'éprouvais ni colère, ni curiosité. Juste une distance paisible. Le 4e jour, je l'ai ouverte. C'était une lettre d'excuse. Maladroite, pleine de justifications. Il disait qu'il avait été un mauvais fils, qu'il était pris dans le tourbillon de sa vie, qu'il ne s'était pas rendu compte. Il me demandait de reconsidérer ma décision, de leur pardonner. Je l'ai lu jusqu'au bout. Je l'ai repliée et je l'ai remise dans son enveloppe. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Le pardon n'était pas un interrupteur qu'on pouvait actionner. C'était un chemin. Et je n'étais pas encore prêt à l'emprunter. La porte n'était plus verrouillée. Mais elle n'était qu'entr'ouverte. Il faudrait plus qu'une lettre pour la pousser. Il faudrait des actes. Du temps. Un changement réel. Camille, elle, continuait de venir me voir tous les 15 jours. Elle apportait de la lumière dans la vieille maison. Elle m'a aidé à créer un petit potager. Planter des tomates, des courgettes, du basilic. Avoir les mains dans la terre avec elle, lui transmettre ces gestes simples, c'était plus précieux que n'importe quel héritage financier. Un jour, elle est arrivée avec un dépliant du musée. Il annonçait une nouvelle exposition, Mémoire de notre village, 1939 à 1945. Il y avait une photo de mon père, jeune, en noir et blanc. Et en dessous, cette phrase, une histoire racontée par la voix de son fils, Jean-Luc. J'ai regardé le dépliant. J'ai regardé ma petite fille. Ses yeux brillaient de fierté. Je n'ai jamais mis les pieds dans cette exposition. Je n'en avais pas besoin. J'avais vécu ces histoires. Les enregistrer et les donner avait été mon point final.
Ma libération. Ma nouvelle réalité était ici. Dans le silence de ma maison, dans le sourire de Camille, dans le goût d'une tomate cueillie dans mon jardin. Je n'étais pas triomphant. Je n'étais pas heureux au sens bruyant du terme. J'étais entier. J'étais en paix. Le soir, je m'assois parfois sur le banc de pierre, sous le platane. J'écoute le chant des cigales. Je pense à mon père, à ma mère. Je pense aux histoires. Elles ne sont plus un fardeau à transmettre. Elles sont devenues comme les étoiles dans le ciel de Provence. Elles sont là. Il suffit de lever les yeux pour les voir. Et de savoir écouter le silence pour les entendre. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Quelqu'un a besoin de savoir que sa voix compte, même si ceux qui sont les plus proches ne veulent pas l'entendre. Parfois, il faut parler à des étrangers pour se souvenir de qui on est.